tout était OK pour que ça marche bien et j'étais plutôt prête, ouais. Je me sentais bien, j'avais hâte. Enfin, le côté, je vais courir le marathon de New York, ça va être génial, quoi. Tu te sens dans cette ambiance-là. L'hôtel, il y avait que des marathoniens, enfin, que des gens qui allaient courir le marathon. Je crois que le lendemain, en arrivant, moi, j'avais quand même des petits footings d'entretien. Je suis allée courir dans Central Park et là, tu les vois en train de monter la ligne d'arrivée et tout. Tu vois, c'est assez fou et toute la ville tourne un peu de ça. Dans n'importe quel magasin où tu vas, tu as des gens qui portent les fringues de la course ou qui ont des chaussures de running aux pieds. C'est fou, il y a du monde partout. Tu as, je sais pas, 5 rangées de supporters des deux côtés, quoi. C'est une ligne d'arrivée parisienne, mais fois 3 sur 42 kilomètres. Et après, j'ai eu un gros coup de mou vers le 25e parce que tu es dans un tunnel et il n'y a personne. J'avais du mal à tenir l'allure et surtout, je commençais à avoir vraiment mal aux genoux, aux deux genoux. On est qu'au 25e et comment je vais finir, quoi. Il reste beaucoup. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour ce 8e épisode, direction les États-Unis et plus particulièrement New York pour se plonger dans son mythique marathon. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Mathilde Dreger qui va partager avec nous son retour d'expérience de cette course pas comme les autres à laquelle elle a pris part en 2018. L'occasion d'évoquer ce que représente ce marathon pour elle, d'en découvrir tous les secrets, des premiers préparatifs jusqu'à la ligne d'arrivée dans Central Park, et d'y vivre pas après pas ces 42 kilomètres qui lui ont réservé son lot de surprises, d'émerveillements et de souffrances. Décollage imminent vers New York pour ce nouvel épisode de Course Épique. Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Hello Mathilde, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment vas-tu ? Bonjour Guillaume, déjà merci beaucoup de m'avoir invité. Ça va très bien. Voilà, je suis chez moi en télétravail et tout va bien. Eh bien, écoute, moi aussi, je suis ravi de te recevoir et d'échanger avec toi aujourd'hui. Avant qu'on parle plus spécifiquement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, alors je m'appelle Mathilde, j'ai bientôt 28 ans, j'habite à Paris, je travaille en agence de publicité sur le marketing des réseaux sociaux et de l'influence. Je cours depuis 6 ans. Et justement, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, tes premiers pas dans le sport? Quand est-ce que tu as commencé? Quel était ton sport de prédilection quand tu étais plus jeune, enfant ou ado? Alors, enfant ou ado, j'ai fait beaucoup de choses parce que mes parents m'ont inscrit à beaucoup de choses. Mais je crois que j'ai jamais vraiment trouvé ce qui me plaisait. J'ai fait de la danse, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait un tout petit peu de natation, un peu de tennis. Et en fait, vers 14 ans, j'ai complètement arrêté quand j'ai commencé à préférer passer le mercredi après-midi avec mes copines plutôt que Un d'aller autre sport. d'aller à l'entraînement. Ensuite, j'ai rien fait jusqu'à mes 22-23 ans, je crois, 22 ans. Et c'est vraiment en milieu d'école de commerce, en troisième année, où je me suis dit, tiens, j'ai quand même envie de me remettre dans une dynamique un peu sportive. La fête, c'est bien et tout, mais ça serait pas mal de se remettre dans une vie un peu plus équilibrée, un peu plus saine. Et du coup, j'ai commencé surtout par du sport en salle, donc du fitness. Et en fait, c'est ma mère qui m'a un peu mise au défi de courir avec elle les 20 kilomètres de Paris. Donc, on D'accord, donc ça a était démarré comme ça. L'élément déclencheur, c'est de Ouais, participer à cette course-là. exactement. On était au mois d'avril et la course était en octobre. Donc, j'avais 6 mois pour m'y mettre. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, j'accepte le défi. Bon, je ne me suis pas vraiment préparée. Enfin, j'ai commencé à courir une fois par semaine, 2 fois par semaine. Et puis, ça a été le jour de la course. Ça a été super cool jusqu'au 15e kilomètre. Et après, franchement, ça a été super difficile, la fin. Tu aurais dû participer aux 15 km de Paris, ça aurait été juste un Oui, très bon souvenir. ouais, mais alors ça reste un très bon souvenir, mais c'est vrai que les 5 derniers kilomètres ont été super douloureux parce que bah, j'avais jamais fait ça. Et voilà, mais j'ai quand même passé la ligne d'arrivée, j'étais super fière. Et je me suis dit, mais j'adore ça et j'ai envie de recommencer. Et voilà comment c'est arrivé avec bah, après j'ai recouru un peu, puis après c'était l'hiver, donc un peu moins, et j'ai repris au printemps. Et pendant 2 ans, ça a été un peu comme ça, avec plus ou moins régulièrement. Et au bout de 2 ans, j'ai commencé à vraiment en faire mon sport principal, parce que je continuais beaucoup le sport en salle, le fitness, le circuit training à côté. Et oui, vers au bout de 2 ans, c'est devenu le truc que je préférais. Je courais 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, et Ça un y peu est, moins le t'étais accro reste. à la course.
En Voilà, 2 ans, c'était réglé. Et tu c'était pensais à ça. ce moment-là que tu aurais envie un jour de courir un marathon? Est-ce que c'était quelque chose qui titillait ou un projet que tu avais au fond de toi ou c'était complètement impensable à ce moment-là? Alors au début, pas du tout. Et puis au fur et à mesure, en me baignant de plus en plus dans le monde de la course à pied, en voyant les gens, si on se pose la question: «Est-ce que je le ferai? Mais quand?» Bah, pas tout de suite. Puis il y a un moment où ça devient de plus en plus, concret. Je me souviens, je crois que c'était le marathon de Paris, 2000, 2016 où je me suis dit, enfin, je courais pas mal et je me suis dit, 1 mois avant: «Est-ce que je rachète un dossard? J'y vais et tout», en fait, mais un peu dans cette naïveté de se dire: «Bah, finalement, c'est pas grand-chose, quoi». Enfin, tu vois, c'est juste, un semi, c'est facile. Enfin, c'est un peu plus difficile, mais pourquoi pas? Bon, heureusement, je me suis raisonnée, je me suis dit: «Non, je vais pas acheter un dossard 1 mois avant en me disant genre ça va être une bonne idée» et par contre, je me suis inscrite, directement. En fait, j'ai gagné mon dossard, pour Pour l'année le d'après, marathon ouais. de Paris, d'après sur un jeu concours Twitter, genre 3 jours après le marathon de 2016 et voilà. Mais c'est vrai que ça a mis du temps à mûrir et en fait, surtout, bah, quand j'ai pris mon dossard, en fait, j'avais 1 an pour me préparer aussi mentalement en me Mmh. disant: «Bah, Ouais, faire» c'est plutôt une bonne solution que ça soit ouais, passé comme ça, que tu aies eu le temps de pas se oui, jeter tête baissée. Ça aurait été non, probablement un peu imprudent, et présomptueux de c'est te ça, jeter un mois à l'avance dans un marathon. voilà. Et justement sur les formats de course que tu préfères, ton format de prédilection, c'est quoi dans tout ce que tu as pu expérimenter là jusqu'à maintenant? Alors historiquement, moi, j'ai toujours été beaucoup semi-marathon parce que c'est là où je pense que je suis, la meilleure et c'est ce que je préférais préparer parce que bon, ça reste tu dois quand même faire des kilomètres, mais pas trop. Même la course, tu vois, c'est 21, donc il y a ce côté, un peu de distance, mais sans rentrer dans un truc insurmontable et pareil sur l'allure à travailler, tu entre les 2, tu pas sur une allure à 10 kilomètres où tu vas être cramé tout de suite complètement et tu joues un peu avec la limite et du coup, j'ai souvent dit que moi, c'était le semi que je préférais et l'année dernière, bah, en fait, j'ai préparé aussi un marathon et un 10 kilomètres et les 2 courses se sont extrêmement bien passées aussi. Ça a été un peu l'année de tous les records, en 2019 avec un peu, bah, cette vision plus positive, du 10 kilomètres et du marathon. Je me suis dit: «Bah, toutes les courses ont leurs avantages et leurs inconvénients finalement et j'aime bien Et toutes les donc pourquoi préparer, choisir toutes les finalement? courir». Voilà, mais après oui, à choisir, je pense que j'irai plus sur un semi, mais après le défi du marathon reste incroyable et le 10 kilomètres qui est complètement différent parce que c'est très court, en fait et on va se faire mal pour, un moment très court. 10 kilomètres, on en court tous les jours, on peut courir 10 kilomètres, mais en course, c'est différent. Enfin, je sais pas, j'aime bien les 3, je pense. C'est un juste milieu entre les 3 et c'est surtout que, typiquement, quand tu prépares un marathon, tu prépares aussi un 10 et aussi un semi dans ta prépa, donc tout rentre un peu dans le c'est un peu un chemin, je trouve. Voilà. Tu t'es déjà essayé au trail? Est-ce que c'est une discipline qui t'attire aussi? Ou est-ce que tu es vraiment une coureuse de route? Alors non, j'en ai jamais vraiment fait en compétition. Je crois que j'en ai fait un au tout début, quand je courais à Lille de nuit, ça s'appelait le trail des remparts et c'était plus, pour trouver une course dans le coin avec une copine, on trouvait le truc de nuit un peu sympa. Mais sinon, non, pas du tout et c'est pas que ça m'attire pas, c'est que j'habite à Paris. Donc bah, des trails, on en a pas tous les jours, tout le temps et surtout en termes d'entraînement, je trouve que c'est beaucoup de logistique aussi. Il faut sortir de Paris, il faut aller, chercher les chemins et cetera et donc pour l'instant, je reste sur route. Moi, j'aime beaucoup, je suis plus sur la vitesse aujourd'hui, plus sur route et sur du plat, si possible, parce que je déteste. Il faut Je déteste. Donc, non, pour l'instant, c'est route. On verra plus tard en fonction de là où la vie nous mène. Mais en ce moment, oui, c'est principalement route. J'ai fait les crosses, mais c'est différent. C'est encore autre chose. et quels sont tes critères pour choisir les courses auxquelles tu vas participer? C'est la destination, Euh, c'est un prétexte pour partir avec des potes, c'est, le défi sportif qu'il représente? Comment tu orientes tes choix? c'est un peu tout. Déjà, ça va être la période. Et parce qu'on fonctionne en saison et donc on a un programme. Enfin, je dis on, c'est moi, mon copain, notre club, etc. On a un programme d'entraînement sur l'année et donc on essaye de choisir les courses de façon à ce qu'elles soient calées au bon moment dans l'année. Donc on se dit, bah typiquement, on cherche, je sais pas, un semi-marathon entre février et mars, février et avril. Donc on va regarder un peu ce qu'il y a. Après la destination. Enfin, en fait, on va regarder la date, la période, la destination, le parcours, comment il est que, il est roulant? Est-ce que c'est un aller-retour? Est-ce que c'est sympa? Et puis après, on voit qui a envie de partir avec nous et on essaie de partir avec des potes. C'est aussi l'occasion d'aller découvrir d'autres villes et cetera et de se dire, «On bouge». Quel accomplissement tu trouves dans la course à pied? Qu'est-ce que ça te procure globalement? Enfin, qu'est-ce que tu cherches? Je pense que ça me fait beaucoup de bien. Enfin, je pourrais pas trop expliquer pourquoi sur cette partie-là, mais typiquement, dans le confinement, moi, j'ai vraiment arrêté de courir pendant 6 semaines. Je me suis rendu compte qu'en fait,
Alors, ne pas courir quand on est blessé, c'est quelque chose parce que de toute façon, tu peux pas. Mais là, c'est un truc que je m'auto-imposais parce que finalement, c'était autorisé, soit avec certains critères. Mais je me suis rendu compte que ça me rendait folle et que j'en avais vraiment besoin et j'avais vraiment mon moral qui était vraiment en baisse et qu'il fallait que je sorte. Et quand j'ai repris, au bout de 6 semaines, je me suis sentie très vite beaucoup mieux dans ma tête, dans mon corps. Enfin, j'avais besoin de ça déjà. Donc ça, je me suis rendu compte que c'était quasiment vital pour mon bien-être mental de pouvoir aller courir. Et après, de façon moins exceptionnelle, et quand on peut courir un peu quand on veut, c'est l'équilibre de vie, c'est la structure aussi que ça m'apporte, je trouve, d'avoir un plan d'entraînement et de le respecter. Donc cette discipline que j'aime bien avoir et que j'aime bien avoir dans ma vie, dans mon quotidien, d'avoir un peu un plan d'entraînement, la recherche de performance aussi beaucoup quand on prépare des courses et toute la dimension partage social, préparer des courses avec des potes, aller courir avec des amis, etc. Donc il y a un peu un mélange de tout. Quand je te disais au début, je cours depuis 6 ans et ça fait vraiment partie de ma vie. C'est vraiment une brique de ma vie qui est peut-être pas aussi importante que mon boulot ou que mes amis, mais qui en fait vraiment partie. Aujourd'hui, tu me l'enlèves, je sais pas, il manque un truc, quoi. Et tu es plutôt une coureuse solitaire ou tu préfères la jouer collectif avec des sorties et des projets en groupe ou tu alternes les deux en fait, tu as besoin Ouais, les des 2, deux c'est bulles l'équilibre des 2. C'est vraiment l'équilibre des 2 parce que, parfois j'ai envie d'aller courir, j'aime bien aller courir toute seule et parce que je suis dans mes pensées, comme ça je cours à l'allure que je veux. Enfin, tu vois, je dépends de personne, je fais mon truc et je trouve que c'est important aussi, d'aller courir seule et aussi d'affronter, des courses, ou des entraînements un peu difficiles seule. C'est beaucoup pour le mental et c'est aussi comme ça que tu apprends à passer des barrières en fait que tu pensais pas être capable de faire seule. Et à côté de ça, je suis en club, je partage beaucoup avec mes amis de la course à pied entre guillemets, mais qui sont mes amis vraiment. On s'entraîne plusieurs fois par semaine ensemble, on prépare nos courses ensemble, on partage euh, bah, nos difficultés, nos victoires, nos échecs ensemble. Et je trouve que c'est ultra important d'être bien entouré aussi sur ça. Donc, une sortie longue, enfin, il y a plein de trucs que tu peux faire à plusieurs et qui se sentent beaucoup plus faciles. Même si je pense que à côté, il faut aussi savoir le faire seul de temps en temps pour grandir un peu en course et de se dire, le jour de la course, je suis capable de prendre le départ seul et ça va bien se passer, quoi. J'ai pas besoin de quelqu'un pour courir avec moi parce que je sais que je suis capable de le faire solo. Toi, dans les phases de prépa, est-ce que tu es quelqu'un qui arrive à, enfin, t'éprouves de la difficulté à maintenir constante ta motivation et ta discipline ou est-ce que tu arrives à être hyper cadré et à t'accrocher c'est ça la prépa que tu as décidé de mettre en place. Il n'y a pas subir les tentations qu'il pourrait y avoir de faire des écarts. En fait, je me laisse pas le choix, je pense, en prépa. En prépa, je suis le programme. Ça va vraiment être 3 mois où c'est vraiment ma priorité. Et donc, je vais suivre le programme. Je vais pas réfléchir à me dire j'y vais pas. Est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Forcément, comme tout le monde, hein, tu as envie de faire. Parfois, tu as des trucs, tu pas envie d'y aller, tu as autre chose qui se prévoit. J'essaye de faire au mieux pour caler mes à côté et pas passer à côté de trop de choses. Mais ouais, c'est vraiment 3 mois où c'est la priorité sur beaucoup de choses. Et bon, typiquement avec mes amis, avec mon mec, mes amis de la course à pied, c'est pas du tout un souci parce qu'on est tous dans ce mood-là et souvent en plus on est tous en même temps en train de préparer des courses sur la même période. Et après, j'ai aussi des très bons amis, des très bonnes amies qui ne courent pas, mais qui sont au courant que c'est une période où je vais être moins là, je suis moins dispo. Et c'est pas grave en fait parce que c'est comme ça et on se verra après. Et ça, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai personne dans mon entourage, tu vois, qui peut être un peu dans le jugement de mais je comprends pas pourquoi tu t'infliges ça. Enfin, c'est pas, il est où l'intérêt? Allez, viens boire des coups, tu vois, ce qui peut arriver. Là, c'est ok, Mathilde, on sait qu'en ce moment, elle est en prépa, elle est pas dispo. Et puis, si elle peut venir, c'est cool. Sinon, c'est pas grave, on se verra plus tard, tu vois. Enfin, c'est très, Ouais, je c'est suis une super, chance d'avoir j'ai un un, entourage ouais. compréhensif comme ça. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de chance là-dessus ça me permet de garder une vie sociale et un équilibre d'amitié, tu vois, super sain et pas avoir, enfin, des choix on en fait, mais c'est pas des choix qui remettent en question mes amitiés et les liens que je peux avoir avec les personnes qui m'entourent. Donc c'est vraiment cool. Ouais, ça permet de te consacrer encore plus pleinement à la course à Mm, pied sans avoir complètement. d'arrière-pensée. Et juste pour conclure cette intro, une petite séance d'autodiagnostic. Selon toi, quels sont tes atouts naturels et au contraire les zones sur lesquelles tu as besoin de t'améliorer encore dans la course à pied? C'est difficile. Je sais pas, à tout naturel. Je pense que et après, c'est vraiment
mieux de se comparer, et c'est ce que je dis parfois aux gens qui m'en parlent. C'est que moi, c'est vrai que j'ai commencé, et déjà, quand j'ai commencé à courir, je pense que j'avais alors, toute proportion gardée, hein, je suis pas une athlète de haut niveau, quoi que ce soit, mais j'avais une vitesse j'avais une vitesse de début qui était peut-être plus élevée que beaucoup de gens qui commencent. Enfin, moi, j'ai fait, au bout d'un mois, je pense que j'ai couru pour la première fois 10 kilomètres, j'ai couru en 1 heure, ce qui est aujourd'hui ce que beaucoup cherchent aussi à atteindre, Mhm. tu vois, les 1 heure sur 10 Ouais, kilomètres. premier Et cap symbolique. donc déjà, moi, je partais d'un niveau qui est quand même bon, sans, je sais pas d'où ça vient, hein, clairement, aucune idée. Et donc, du coup, bah, travailler sur ça, c'est plus facile. Et j'ai assez vite progressé quand j'ai commencé à m'entraîner régulièrement. Bon, aujourd'hui, bah, je suis arrivée au point où ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts pour progresser, parce que au début, tu progresses très vite, puis après, ça devient de plus en plus difficile. Donc, je pense que ça, c'était peut-être un atout un peu naturel et qui permettait de partir de pas trop loin. Et après, sur ce que je dois progresser. Et j'ai beaucoup travaillé mon mental, et je pense que sur les 3 dernières années, c'est ça qui a énormément changé dans ma pratique de la course. C'est d'arriver à me mettre moins de barrières, et il y a des trucs où je me disais, mais ça, je suis pas capable. Courir 5 fois par semaine, c'est trop, en fait, c'est pas possible. Bah, en fait, si. Enfin, pas du jour au lendemain, mais oui, c'est des trucs qui sont possibles. Donc, faire tomber beaucoup de barrières où je me disais, quand je voyais des plans d'entraînement, je disais, mais ça, je pourrais pas, c'est trop, je vais me blesser. Mais en fait, non, il y a des trucs qui sont possibles, et et tu vas y arriver. Et après, les trucs sur lesquels je dois bosser, bah, comme je pense beaucoup de gens qui se mettent à courir un peu tard, qui sont pas du tout passés par l'athlétisme et tout ce qu'on connaît, bah, c'est du travail de foulée, enfin, tu vois, c'est de l'efficience dans la course, et ça passe par des trucs qu'on ne fait jamais, parce que moi, je trouve ça super chiant. C'est les travails de gamme, le travail de pied, un peu tout ça. Et ça, c'est super important, et on le fait pas assez. En tout cas, moi, je le fais pas assez. Je pense que c'est des choses sur lesquelles il faudrait que je travaille un peu plus. Parfait. Bah, écoute, merci Mathilde pour cette intro. On va passer à notre redoutable exercice maintenant, celui de la basket chinoise. Donc, c'est un format de portrait chinois qui va nous permettre d'en savoir encore un petit peu plus sur toi. La première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu, Mathilde? Alors, j'y ai réfléchi, parce que du coup, quand tu m'as demandé, je me suis dit: «Il faut que je pense», et j'ai eu du mal à trouver, et en fait, je sais pas du tout si c'est vraiment la bonne personne, mais la première personne à laquelle j'ai pensé, J'ai peur. c'est, non, non, c'est, Katniss Everdeen dans Hunger Games. D'accord. Je sais pas si tu vois? Je vois, Heu, ouais, je vois. voilà, bon, bah, en me disant, je sais pas pourquoi c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit, et je me suis dit un peu pourquoi, en essayant d'analyser le personnage. Je pense, pour le côté, bah, un peu, tu vas, mais tu as peur, mais tu vas, et de toute façon, tu vas parce que tu vas pour les autres. Tu vois, elle se met à la place de sa sœur, et oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses où je serais capable de me désigner pour peut-être protéger, ou pour pas laisser la personne que j'aime y aller à ma place, ou un truc un peu comme ça. Et après, bah, le côté un peu, on s'accroche jusqu'au bout, tu vois, même si c'est l'enfer, on se bat, et on se laisse pas abattre, et voilà. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai pensé, mais voilà. En tout cas, Katniss Everdeen, ça fait très teenage, hein, de dire ça, mais, Non, non, mais attends, mais voilà. l'argumentation, on s'entend très bien en tout cas. Et c'était un animal? Le lion, enfin la lionne, du coup, plutôt. Parce que c'est mon signe astro, parce que, bah, pour ouais, la puissance du lion, roi de la savane. Moi, j'aime bien un peu briller, et ouais, je sais pas. Bah ouais, le côté, moi, je suis lion parce que c'est mon signe astrologique. Je pense que je m'identifie beaucoup à ça. Je crois beaucoup aux signes astro. Donc, D'accord. voilà. Lion, c'est quelle période de l'année? Je suis perdu, moi je suis très mauvais en astrologie. C'est fin juillet, fin août. D'accord. Je Anniversaire à suis née le venir, donc 5 puisqu'on août. on est en train Exactement. d'enregistrer début juillet, Dans presque un mois. je me mets une petite croix sur mon agenda, je n'oublierai pas de t'envoyer un petit texto. Ok, très Génial. bien, c'est noté pour la lionne féroce que tu es, Mathilde. Et s'il y avait un sportif ou une sportive qui t'inspirait particulièrement ou qui suscite de l'admiration chez toi, ce serait qui? Catherine Spitzer, bah, Mhm. pour tout ce qu'elle a apporté pour les femmes, la course à pied. Voilà. Parce quand on connaît un peu le personnage, Est-ce on que se tu dit peux juste que raconter en quelques phrases le contexte pour ceux peut-être qui ne connaîtraient pas l'histoire de oui, cette ah bah, personne? c'est la première femme qui a couru officiellement un marathon, alors que c'était interdit aux femmes à l'époque. Je crois que c'est le marathon de Boston. Et qui, pendant la course, les juges ont essayé de la sortir Ouais, il y parce a que des c'était une photos qui femme. tournent qui sont Ouais, très en disant: «T'es une emblématiques de tout femme, ça. rends-moi mon dossard, tu pas le droit de courir cette course, c'est interdit». Et c'est son petit ami de l'époque qui a dégagé le juge, et elle a quand même continué, et elle a terminé. Et c'est ce qui a beaucoup, enfin, c'est elle qui a permis, en tout cas, on va dire, l'émancipation de la femme en course à pied. Et quand on y pense, c'est une époque qui est pas si loin, et ça me semble impensable, en fait, que Ouais, bien c'était sûr. interdit
aux femmes, mais enfin, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un moment où les femmes n'avaient pas le droit de courir, je crois, plus de 800 mètres en compétition officielle. Pour Ce on ne qui sait paraît, quelle raison, quelle bonne raison. c'était pas C'est beau une femme qui ouais, court. C'était dangereux en plus. C'était pas bien pour elle. Fallait heureusement pas. que les choses ont évolué. Il y a encore pas mal de chemin à faire, mais voilà, Ouais. c'est quand Et même. d'ailleurs, si je parle aux personnes qui connaissent pas trop l'histoire, il y a le film Free to Run qui raconte très bien déjà l'émancipation de la course à pied hors stade et l'arrivée des femmes dans les compétitions. Voilà. C'est un film que j'aime beaucoup et que je recommande pour un peu connaître l'histoire de la course à pied. C'est noté. Si les gens, nos auditeurs veulent t'offrir un cadeau pour le 5 août, ils peuvent t'offrir le DVD de Free to Run. Pourquoi Ok. pas? Que tu as dû voir déjà 150 fois. Oui. C'est l'intention qui compte. Écoute, merci beaucoup Mathilde, en tout cas. Ravi de cette petite introduction qui permet, je pense, à tout le monde d'avoir fait plus ample connaissance avec toi. On va passer maintenant à ta course épique et le marathon de New York, et plus spécifiquement son édition de 2018. Juste quelques mots introductifs pour planter le décor de ce mythique marathon qui est le marathon de New York, qui est malheureusement annulé pour la deuxième fois de son histoire cette année en raison de la pandémie de Covid-19. Il aurait dû souffler cette année sa 50e bougie le 1er novembre. Il avait juste été annulé une seule fois précédemment en 2012. À la dernière minute, c'était suite au passage de l'ouragan Sandy. Le marathon de New York, il revêt pour beaucoup d'entre nous une dimension mythique, évidemment. Son tracé au cœur de Big Apple et la ferveur incroyable qu'il suscite avec plus de 2 millions de personnes sur les bords de la route font de lui un marathon vraiment pas comme les autres. Il y a plus de 50 000 coureurs qui participent chaque année le premier week-end de novembre. C'est un succès qui est quand même évidemment incroyable lorsqu'on sait que seuls 127 coureurs, dont une femme, si on reparle de ce thème-là, ont participé à sa première édition en 1970 et qu'il y a eu seulement 55 finishers d'ailleurs à l'occasion de cette première édition. Donc voilà, aujourd'hui, on constate évidemment une évolution assez incroyable de ferveur autour de cet événement. Au tout départ, le marathon, il se courait juste et intégralement dans Central Park. Donc, les gens faisaient des tours de Central Park. Et le dossard coûtait $1 seulement à l'époque. C'était le bon temps quand on voit les tarifs pratiqués aujourd'hui. En termes de parcours, tu vas nous le raconter tout à l'heure plus en détail, mais voilà, le départ est donné à Staten Island et débute par la traversée du pont Verrazzano pour rejoindre la ligne d'arrivée 42 km plus tard dans Central Park. Et le parcours traverse 5 arrondissements de New York, Staten Island, Brooklyn, le Queens, Manhattan. Petite incursion dans le Bronx avant un retour sur Manhattan et une arrivée, si tout se passe comme prévu, à Central Park. Et tout ça, tu vas nous le raconter plus en détail, comme je le disais. Avant de partager ton récit, un classique de l'émission, c'est la question qui pique de course épique. Donc, c'est le moment toujours un tout petit peu désagréable pour l'invité. C'est une petite question horriblement piège. Non, pas du tout. C'est voilà, une petite question pour nous divertir. Tu les as peut-être vus, mais lors du marathon de New York, il y a une fanfare, la fanfare du Bishop Laughlin High School de Brooklyn, qui joue en boucle une chanson du premier au dernier des 50 000 coureurs qui passent devant elle. Est-ce que tu as une idée du morceau dont il s'agit? Pas du tout. Mais alors vraiment C'est pas. un, Non, Alors, petit indice, je ça pourrais. fait référence, enfin, c'est le thème d'un film très connu qui traite indirectement du sport et qui incite à se dépasser. Je vois bien que tu veux que je chante a cappella le morceau dont Oui, il s'agit. oui, Je Guillaume, vois bien que c'est là que tu veux m'emmener. montre-moi. Allez. Ta, 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 ta. Il Ah, faut que tu trouves un. C'est Rocky. C'est le thème de Rocky, Gonna Fly Now. ah, Tu vois, normalement, c'est des cuivres qui font ça. C'est pas ma voix. ok. Et ben voilà. Et Bah, donc, le groupe ok. doit jouer, je sais pas, pendant des heures et des heures ce morceau. Non, mais à Brooklyn, ils sont fous, hein. Enfin, franchement, ça m'étonne pas trop parce que c'est une ambiance de taré, quoi. Ouais. Oui, oui, c'est la réputation qu'a le marathon. Tu vas nous Mm. en parler. Donc, c'est parti pour commencer. Est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte tu as pris la décision de t'inscrire? Alors, le marathon de New York, c'est vraiment une histoire de famille. En fait, moi, j'aurais jamais enfin, c'était un rêve, hein, parce que comme tu dis, c'est un peu le truc mythique, New York. Mais je me disais pas que je le ferais si tôt dans ma vie de coureuse. Et en fait, c'est ma maman qui court aussi beaucoup et qui avait dit, moi, je ferai pas de marathon parce que voilà, un peu en disant un peu pas, enfin, je vais dire stupidement, et c'est pas pour dire que c'est stupide, mais non, j'ai passé l'âge, alors qu'il n'y a pas d'âge, en disant, je ferai pas de marathon. Et en fait, quand moi j'ai fait mon premier marathon de Paris, elle s'est dit, bah ouais, mais en fait, pourquoi pas d'ailleurs, New York, ça me dit vachement. Et en fait, pour revenir au film Free to Run, il parle aussi de l'histoire du marathon de New York. Et on l'a regardé ensemble plusieurs fois. Et elle me dit, mais ça me fait rêver, faut qu'on fasse le marathon de New York. J'en ferai un dans ma vie et c'est celui-là. Et on va y aller ensemble. Je dis, bah ouais, trop bien, faisons comme ça. Et du coup, on s'est programmé un voyage de famille. Donc on est parti, l'idée c'était de partir avec donc ma maman, mes deux sœurs et mon grand-père qui voulait nous emmener et partager ça avec nous. Donc on s'est inscrit un an avant via Thomas Cook,
marathon. Donc, c'était plus simple pour nous de passer par une agence, un organisme, comme on partait à 5, qu'il nous fallait des dossards pour ma mère et moi et qu'on voulait pas trop tenter la loterie parce qu'on voulait vraiment s'assurer de pouvoir y aller. Et c'est comme Oui, ça que juste ça s'est peut-être sur organisé. ce point-là, nous parler je crois, il y a 4 façons différentes, c'est ça, de pouvoir t'inscrire. Oui, Donc, il y a celle que tu as choisie, toi, en oui, étant avec un tour bateau dans opérateur. les 6 marathons majeurs qui sont New York, Chicago, Boston, Londres, Berlin, Tokyo. Il y a 5, enfin, il y a que 5 façons de s'inscrire. Donc, c'est soit on passe par une agence de voyage, un organisme dans lequel en fait, c'est un package avec billets, hôtel et dossard. Donc, ça coûte un peu plus cher que de le faire par soi-même, mais c'est la façon la plus sûre. Il y a les temps qualificatifs. Donc, chaque course a ses temps qualificatifs et il faut pouvoir dire que tu as fait un marathon dans les 2 ans dans les temps qualificatifs. Sachant qu'il y en a qui sont plus ou moins accessibles. Berlin, je crois que c'est par exemple 3 heures pour les femmes, donc c'est quand même ultra costaud. New York, Chicago, il me semble que c'est 2h35, pardon, 3h35. Donc c'est peut-être c'est super dur, mais c'est déjà plus atteignable. Ensuite, il y a l'option tirage au sort. Donc en fait, on s'inscrit dans un tirage au sort et si on est tiré au sort, on a le droit d'acheter une dossard. Mais c'est un peu vraiment, on peut jouer des années de suite sans être tiré au sort. Ouais, je crois que c'est Et la 15% quatrième, de ça, ouais, enfin, de gens qui sont tirés au sort. Donc, tu peux, c'est ça. statistiquement, tenter ta chance 7 fois avant d'y arriver. Donc, ça Voilà. demande de la patience ou un peu de chance. Et la quatrième, c'est ce qu'ils appellent charity, c'est de réunir une somme d'argent pour une association pour débloquer son dossard. Bon, c'est complètement jouable, mais c'est vrai que c'est un autre type d'investissement pendant toute la période pas de crowdfunding, mais d'aller chercher les fonds, parce que je crois que c'est dans les 2000 ou 3000 $ par personne pour avoir un dossard. Donc c'est assez challengeant aussi comme moyen, mais c'est top parce que du coup, des fonds pour des assos. Voilà, les 4 façons de pouvoir s'inscrire. Parfait. Et donc, toi, tu parlais de l'intérêt de ta maman à y participer. Toi, il te faisait particulièrement rêver ce marathon? Oui, mais complètement. Bah, à New York, c'est fou. J'étais déjà allée à New York et je me disais, mais courir là-bas, ça doit être incroyable. Et ouais, j'étais super excitée. Enfin, c'était vraiment trop bien, quoi. Je pensais, enfin, ce que je te disais, c'est j'ai une chance folle parce que bah, courir le marathon de New York, ça a aussi un certain coût et je pensais pas le faire tout de suite parce que pas être capable de m'offrir ça tout de suite. Et là, en l'occurrence, ça a été vraiment un projet de famille et du coup, bah, c'est notre grand-père qui nous a invités en partie. Donc, c'était vraiment un super cadeau et un truc de partager ça bah, avec ma mère qui allait le courir, mes sœurs et mon grand-père qui allaient être là pour nous soutenir. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc de on y va Un beau ensemble projet, ouais, de et famille. c'est trop bien, quoi. Tu t'étais donc déjà frotté, tu en as parlé un petit peu en intro tout à l'heure, mais tu t'étais déjà frotté au marathon de Paris en 2017. Est-ce que tu peux rapidement nous parler de cette expérience qui a été assez riche en émotions? Oui, donc c'était mon premier marathon. Sur le moment, je pensais que j'étais préparée. Je pense qu'avec du recul, c'était pas. En fait, j'étais préparée pour courir un marathon, mais je pense que j'étais pas préparée pour le courir dans le timing que je m'étais fixé. Parce qu'un premier marathon, déjà, on sait jamais vraiment comment ça se passe. Et je pense que je suis partie très confiante en me disant, ça va être difficile, mais ça va être facile. Et voilà. Et je sais pas, enfin, c'était un mix entre, c'était un jour sans, j'avais pas le mental, j'ai décroché très vite et ça, j'ai vraiment, en fait, à partir du 20e, je me suis dit: «Mais déjà c'est l'enfer, je sais pas ce que je fais là, je vais jamais y arriver» et je m'étais mis beaucoup de pression, bah, parce que je m'imposais enfin, je m'étais donné un objectif, je crois que je voulais le terminer en 3h35, un truc comme ça et je m'étais dit déjà, faut que je l'atteigne et si je le fais pas, c'est nul. Puis après, il y avait ce côté pression des réseaux sociaux que je m'étais dit, j'avais annoncé que je voulais faire ce temps et quand j'ai vu que ça allait pas être possible, bah, en fait, je me suis beaucoup auto-flageolée pendant toute la fin, donc les 20 derniers kilomètres, c'est quand même beaucoup. Ça peut être long. Euh, de dire, ah, mais je suis nulle, je suis ridicule, de toute façon, tout le monde va se moquer de moi. Mais tu vois, j'étais que dans cette truc négatif et de toute façon, je m'en fous, ça va être nul et ça va être horrible. Et je me suis beaucoup, je sais pas, enfin, j'étais peut-être plus jeune, peut-être pas assez préparée mentalement. Enfin, ça a vraiment été la fin, mais à partir enfin, la deuxième moitié, parce que c'est pas la fin, c'est la deuxième moitié. Ça a été l'enfer, en me disant, mais quand est-ce que ça se termine? Alors, j'ai jamais pensé à abandonner parce que je fais pas, enfin, dans tous les cas, j'allais aller jusqu'au bout. Mais tu vois, j'attendais en fait de passer l'arche d'arrivée en me disant, je vais passer l'arche et je vais sentir cette fierté que j'avais eue quand j'ai fait mes premiers 20 kilomètres, en me disant, bah, et je vais oublier cette horreur que je viens de passer parce que je serai marathonienne. Bah, en fait, j'ai passé l'arche, j'ai regardé ma montre,
J'ai terminé en 4h07, je crois. Et je me suis dit, c'est nul, je m'en fous. Limite, je voulais pas prendre ma médaille, tu vois. Enfin, et vraiment, je me suis pourrie cette course. Je sais pas pourquoi. Et donc, c'était pas une très bonne expérience. Après, ça m'a beaucoup appris sur C'est ça, a moi-même. posteriori, ça a dû devenir une expérience qui t'a construite pour la suite, j'imagine, pour le... Ouais, et Ouais. surtout, je me suis dit, plus jamais je me mets aussi mal psychologiquement, mentalement, à cause, entre guillemets, de cette pression des réseaux sociaux. Tu vois, enfin, pendant longtemps, je me suis dit, il est hors de question que, à cause de ce... Enfin, je vais pas me pourrir mon truc en me disant, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Parce qu'il y a aussi ce côté un peu malsain, bah, tu sais que les gens regardent, tu sais que les gens attendent un peu de voir ce que tu vas faire, etc. Surtout quand tu as annoncé un temps, bah, après, faut l'assumer, tu vois, c'est le jeu. Et je me suis dit, plus jamais je fais ça. Et donc, pendant longtemps, je pense pendant 2 ans, et même encore aujourd'hui, je vais pas forcément donner mon objectif parce que j'ai pas envie de me faire juger après. Et c'est des trucs que je garde. Là, je vais dire, ah oui, je vais chercher un RP. Mais souvent, on le sait, moi, j'ai pas juste le RP, j'ai souvent un temps en tête. Donc, mais c'est des trucs que je vais pas dire parce que j'en ai trop souffert. Alors que pourtant, personne me l'a. Tu vois, je ne me suis pas pris de pleine face. Les gens ont été plutôt bienveillants, etc. Mais de pas prendre le risque de pouvoir me le reprendre dans la figure, quoi. Ça marche. Si on se... Donc, on repart sur New York. À quel moment, toi, tu as démarré ta prépa? Je l'ai commencé 3 mois avant, 12 semaines. Enfin, D'accord. 11 exactement, parce que je rentrais du surf une semaine avant et que je pouvais pas faire 12. D'accord. Et Mais tu as réussi à suivre le programme, donc tu étais encadré par un coach et voilà, qui ouais, t'a bah, accompagné semaine après semaine? c'est ça. Bah, mon coach, c'est mon copain depuis, ça va faire 2 ans maintenant. Et oui, du coup, bon, j'avais le programme semaine après semaine qui s'adaptait aussi en fonction de comment se passaient les séances, etc. Ça a été ma première prépa vraiment. Moi, j'avais déjà fait une vraie prépa de 10 km, mais là, c'était vraiment ma première prépa où je l'ai suivie, tu vois, on va dire à 95%, parce qu'il y a forcément eu 1 ou 2 séances qui ont dû sauter. Mais je l'ai suivie, j'ai beaucoup aimé ça. Je trouve que c'est super. C'est valorisant parce que bah, tu t'accroches et tu vois les progrès aussi que tu fais. Il y a des séances qui passent super bien quand tu tiens les allures, etc. Donc ouais, je l'ai vraiment bien préparé, tout en sachant que New York, j'y allais pas pour un R. Enfin, j'avais de bon espoir de faire un RP parce que je partais de 4h07 et que mes temps, théoriquement, ça devait être beaucoup moins. Mais j'avais surtout envie de kiffer et me dire j'y vais et je vais kiffer mon marathon. Ça va être difficile, mais je serai prête. Et puis si je peux faire un temps, c'est cool. Tout en sachant que New York est extrêmement difficile parce que c'est super vallonné. Il y a beaucoup de faux plats montants, beaucoup de côtes. Donc tu prépares pas New York comme tu prépares un Berlin parce que c'est pas du tout le même type de parcours. Donc là, la prépa se termine. Tu te sens comment physiquement, mentalement? Est-ce que tu es prête à y aller? T'as pas de doute sur quoi que ce soit et tu as fait la prépa optimale qu'il fallait? Ouais, j'ai fait la prépa qu'il fallait, j'ai tout fait, j'ai tout validé. Je me sens super prête. Ouais, et en fait, en y repensant un peu, je crois que moi, je suis assez sujette au syndrome de l'essuie-glace, etc. J'ai des semelles et j'ai pas mal passé de temps chez les kinés. Et il me semble à la fin, tu vois, j'avais le quadri qui tirait un peu. Mais ça m'a pas plus inquiété que ça en me disant c'est normal, c'est la fatigue. Puis, de toute façon, la semaine d'avant, tu relâches, donc tu régénères un peu, tu reprends des forces, etc. Et donc, je me suis pas plus inquiétée que ça. Et j'avais coché toutes les cases qu'il fallait, donc de la prépa, le 20 km, j'avais fait un super temps. Enfin, tout était OK pour que ça marche bien et j'étais plutôt prête, ouais. Je me sentais bien, j'avais hâte. Enfin, le côté, je vais courir le marathon de New York, ça va être génial, quoi. Donc là, tu prends l'avion en direction New York. Est-ce que dès ton arrivée à l'aéroport, tu as l'impression que la ville est tournée vers cet événement? Est-ce que c'est présent partout? Est-ce que tout te renvoie au marathon quand tu arrives? Bah, déjà beaucoup parce que nous, comme on partait avec Thomas Cook, on était dans un groupe. Donc tu vois les gens à l'aéroport. Après, à l'arrivée, il y a une navette et tout. Donc oui, tu te sens dans cette ambiance-là. L'hôtel, pareil, il y avait que des marathoniens, enfin que des gens qui allaient courir le marathon. Je crois que le lendemain, en arrivant, moi, j'avais quand même des petits footings, tu vois, d'entretien, un peu de relance en allure, etc. à faire. Je suis allée courir dans le Central Park et là, tu les vois en train de monter la ligne d'arrivée et tout. Tu vois, c'est assez fou et toute la ville tourne un peu de ça. Dans n'importe quel magasin où tu vas, tu as des gens qui portent les fringues de la course ou qui ont des chaussures de running au pied. Enfin, tu vois, ces gens qui sont tout le temps habillés en tenue de running, même s'ils courent pas, en fait, pour te montrer qu'ils courent. Bah, ils sont partout, ces gens-là, et la ville vit un peu autour de ça. Dans les restos, les gens me disent, enfin, les serveurs, parce que
que c'est très américain d'être très sympa, de dire ah vous êtes là, vous venez d'où, de France, ah machin, vous venez pour le marathon. Enfin, c'est vrai que les 3 jours avant, c'est vraiment tu peux pas penser à autre chose et de toute façon t'as pas envie de penser à autre chose. Donc, ouais. Est-ce que toi, tu avais fait tes devoirs et vraiment planché et étudié le parcours soigneusement avant de ce marathon tu l'as touché du doigt tout à l'heure, mais qui a la réputation de ne pas être forcément simple. Et en général, les performances, ils sont moins bonnes que dans plein d'autres marathons plus roulants, type Berlin. Alors, soigneusement, je sais pas, mais j'avais vu dans les grandes lignes, oui, je savais que ça montait un peu au début. On m'avait dit que faire super attention au premier semi parce qu'en fait, bon, ça monte au début, mais après, t'es quand même beaucoup dans Brooklyn et c'est très plat et il y a une très bonne ambiance. Et donc, tu te dis c'est facile et en fait, la deuxième partie est beaucoup plus difficile. Donc, j'avais repéré, je savais qu'il y avait le début, qu'il y avait un pont qui était assez long et quand tu arrives sur Manhattan et qui est un peu difficile et qu'ensuite t'avais un peu de faux plat montant, encore des ponts, et puis la fin dans Central Park. Et pour avoir fait mes footings de juste avant dans Central Park, je me suis rendu compte qu'effectivement Central Park était vraiment tout sauf plat. Donc je savais que ça allait être dur. Après, j'avais pas étudié non plus au kilomètre près le dénivelé du parcours, mais dans l'idée, je savais que ça montait plus ou moins et que surtout il fallait faire gaffe à pas se cramer sur le début et pas s'emballer sur le début parce que la deuxième partie était beaucoup plus compliquée. D'accord. Et là, en termes d'orgas, donc toi, tu as été récupérer ton dossard la veille ou l'avant-veille de la course. Et comment ça s'est passé, cette partie-là? Alors déjà, nous, on est arrivé tôt à New York pour des questions de calendrier et de boulot. On est arrivé le mardi, je crois, soir, pour le vendredi, pour le dimanche, tu vois. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de... On a été beaucoup à New York au début. Donc on a pas mal visité, etc. Bon, on n'a pas trop marché, on s'est beaucoup déplacé en taxi. Mais voilà, et du coup, nous, on a été chercher nos dossards. Je crois que ça ouvre le jeudi soir. On y a été le vendredi pour éviter un peu la foule et récupérer tout, s'assurer que tout allait bien. Et voilà, l'endroit était assez fou. Mais tu vois, je trouve qu'à Paris, on a quand même un salon du running qui est assez impressionnant. Et j'ai trouvé le salon, enfin le lieu de retrait du dossard de Moins New York spectaculaire, finalement. moins spectaculaire que le salon du running. Ouais. Enfin, après, Paris, je pense qu'on a un truc assez Assez énorme, quoi. Maus, ouais. Donc là, tu commences à être quand même dans l'ambiance de la course de façon un peu plus précise. Est-ce que tu sens à un moment un petit coup de pression qui vient? Ou enfin, tu vois, as l'air d'être plutôt très en contrôle au moment où, à l'issue de ta prépa, et tu arrives très sereine. Est-ce qu'il y a quand même un moment où tu prends un petit coup de chaud, où l'ampleur de l'événement et de la tâche qui t'attend te gagne? Le samedi, déjà, on sait il faut se coucher, il faut dormir tôt le vendredi. De toute façon, il faut toujours dormir. Enfin, les veilles de Ouais, c'est course, la tu nuit dors pas, d'avant, enfin, donc c'est c'est la nuit. l'avant-dernière nuit qui compte, ouais. Ouais, donc on s'est couché tôt. Et le samedi, nous, on est allé faire 2-3 achats avec ma maman, typiquement pour l'attente, des gants, des trucs, tu vois, qu'on allait donner après. Mais un bonnet, un jogging à laisser sur place, etc. Et après, on est rentré à l'hôtel et on a déj. Et après, on est rentré à l'hôtel. Et là, c'est ces moments où tu sais que c'est une veille de course, donc surtout d'un marathon, donc faut pas marcher, enfin, ou très peu. Donc tu mets tes jambes en l'air, tu regardes des séries. Puis tu te dis, putain, mais déjà, je m'ennuie. Et ensuite, c'est là où tu as du temps pour réfléchir et te dire, mais ça va être ça, Tu aurais mais dû en comment ça va profiter se pour regarder passer? Free to Run à ce moment-là. Ouais, d'ailleurs, mais je sais plus ce que non, je crois que on était à New York, j'ai dû regarder, je crois que je me suis refait des épisodes de Gossip Girl, tu vois, pour me remettre dans Dans le le bain. bain new-yorkais. Mais oui, tu te dis, bon, voilà, est-ce que j'ai tout? Comment ça va se passer? Et c'est le moment où j'ai pas mal cogité parce que j'étais toute seule dans ma chambre d'hôtel, t'essayes de dormir, mais t'y arrives pas. Tu te dis, bon, puis t'attends le dîner, puis après le dîner, tu te couches, sachant qu'il y avait un stress supplémentaire, enfin, qui était du coup dans le bon sens, mais c'est qu'on changeait d'heure dans la nuit du samedi au dimanche. Donc il y a ce truc de tu as vérifié 15 fois que tu as mis ton réveil dans le bon sens et qu'il va bien sonner. Et Avec surtout l'éternelle question, est-ce que l'heure de ton iPhone se met à jour quand tu l'éteins la oui, nuit ou pas? voilà, Et gros tu vas truc. en Bon, mode avion. qu'est-ce qu'on fait? Donc machin, aller petit-déj à la bonne heure et sachant que pour aller au départ, donc à Staten Island, c'est des cars. Enfin, il y a plusieurs façons, mais nous, comme on était pris en charge par Thomas Cook. Les cars partaient, je crois, à 5h du mat de l'hôtel. Et du coup, il faut aller petit-déj avant. Enfin, tu vois, il faut penser à plein de trucs. Petit-déj avant, avoir le temps de se préparer. Tout ce que tu fais avant une course, surtout un marathon, avoir le temps d'aller aux toilettes avant de partir, un peu tout ça. Donc, ce stress de on se couche pas, enfin, on se couche, mais en fait, on va se réveiller dans 5 heures et il va falloir un peu tout préparer, quoi. Donc là, tu prends le car qui t'amène jusqu'à la ligne de départ. Tu pars avec ta maman, j'imagine. Ouais. Comment ça se passe après l'organisation des SAS? Ça a l'air d'être très chirurgical et fait de façon très soignée. Alors, à raconter, c'est un enfer et je pense que, en fait, je pourrais même pas te le redire. En gros, sur ton Tu peux nous faire un dossard, dessin, s'il te plaît, pour nous montrer comment ça marche? Et dans un podcast, c'est pas facile. sur ton dossard, tu as une couleur, enfin, tu as une lettre. Donc, je crois que tu as plusieurs vagues de départ. Donc, A, B, C, D, je crois que c'est à peu près ça. Et ensuite, tu as des portes.
Enfin, il y a un truc comme ça. Donc, il faut trouver Ensuite, sa tu dois bonne lire le code couleur. à 6 chiffres et 3 lettres qui te permet Ouais, non, mais d'accéder à... c'est. Au début, la première fois qu'on te l'explique ou que tu le lis, tu dis, mais je comprends rien, je vais forcément me tromper. Et en fait, c'est assez simple. Enfin, quand t'es dedans, tu comprends. En fait, c'est pas compliqué. Bah, t'as ta lettre avec ta couleur, tu vas à ton truc et ensuite, tu rentres dans ton sas qui est noté sur ton dossard. Donc, c'est assez roulant. Par contre, bah, le village de départ, c'est énorme. Enfin, c'est vraiment Ouais, énorme. spectaculaire. Mais franchement, quand t'es dedans, c'est pas compliqué Et à puis une fois faire. que tu es dans ton sas, de ce que j'ai compris, tu es quand même pas trop serré comme des sardines, contrairement à Non, plein de non, courses qu'on non. peut voir, c'est plutôt bien foutu, tu as de la Non, non, c'est place. vraiment, ouais, c'est vraiment. Moi, j'étais surprise. T'as énormément de place. Tout le monde peut s'asseoir. T'as des distributions d'eau et tu peux manger, hein. Il y en a qui se font des donuts avant le départ. Enfin, t'as des stands de bouffe un peu partout. T'as énormément de toilettes. C'est propre. Tu patientes pas. C'est pas trop compliqué. Après, j'ai pas forcément la même expérience que ma mère parce que pour le coup, moi, je suis partie dans les premières vagues. Donc, j'ai pas trop attendu, en fait, avant de Mhm. partir. Alors que, en fait, comme Staten Island, une fois, en fait, il faut y arriver. Tous les coureurs doivent y arriver avant, je crois, 8 heures ou 8h30, en tout cas avant le départ de la course. Et ensuite, les vagues s'étalent quand même sur plusieurs heures. Et parce qu'ils ferment les routes. Donc, si t'as pas rejoint Staten Island avant le départ, tu pourras pas prendre le départ. Et donc, ceux qui partent dans les dernières vagues, les derniers sas, eux, ils attendent peut-être 3 heures, tu vois, sur l'île. Donc, c'est long. Donc là, on a vachement de chance parce qu'il faisait super beau. Mais typiquement, moi, je sais que j'ai pas du tout attendu longtemps. J'ai dû attendre 1 heure avant de partir, ce qui est peu sur une course Ouais, comme c'est ça. tout à fait acceptable, effectivement. Et les conditions météo, c'est quoi? Il fait chaud, froid, c'est Bah, ça changeant? dépend des années. Nous, il a fait super beau. Il a fait super beau et la bonne température. Je crois qu'il faisait grand soleil, 17 degrés. Donc, franchement, Ouais, les conditions idéales. vraiment. Ouais. Alors que le lendemain, le lundi, il pleuvait des cordes et genre, il faisait froid. Donc, on a vraiment eu trop de chance. Et l'ambiance, dès le départ, c'est déjà une ambiance de dingue? Ouais, dès que tu rentres dans ton sas, donc tu sors de ta zone d'attente et tu rentres dans le sas, tu es à l'entrée du pont. Les Américains, c'est des fous. De toute façon, il y a la musique hyper fort. Avant chaque vague de départ, il y a l'hymne américain, enfin, américaine. Pas facile, Euh, ouais. ouais, Masculin, l'hymne américain, je pense. ouais, l'hymne américain. C'est super émouvant. Puis tu te dis, comme chaque départ de course, mais encore plus New York, je trouve, on y est et puis c'est fou. Enfin, c'est presque, enfin, c'est ultra émouvant en fait. Tu vis un truc assez dingue, tous les gens sont là, se regardent, on y va, on est prêt à partir et tout. Puis voilà, puis tu pars. C'est Ouais, parti, la c'est le course moment est que tu attends lancée. depuis un an. Là, c'est le moment où tu réalises que tu y es concrètement. C'est ça. Et toi, sur la ligne de départ, tu es plutôt stressée, concentrée, impatiente? C'est un peu des trois? Ouais, un peu tout. Impatiente, concentrée, puis curieuse aussi, tu vois, un peu comment ça va se passer, quoi. Un peu dans l'attente de voir et stressée. Je trouve qu'une fois que tu es dans ouais, enfin, tu es stressée jusqu'au moment où le top départ est donné parce que de toute façon, c'est plus le moment de stresser, tu es dedans. Donc, il faut y aller, quoi. Mais ouais, un truc de. En tout cas, super heureuse. Et heureuse et émue et en me disant, bah vas-y, on y va. C'est parti pour 42 kilomètres puis ça va être fou. On verra comment ça se passe. Et là, tu peux nous le dire, puisque le marathon est passé et bien derrière toi, l'objectif que tu t'étais assigné à ce moment-là, est-ce que tu t'étais donné un objectif qui était juste de faire mieux que tes 4h07 ou est-ce que tu avais un objectif que tu gardais secret mais qui était autre? En fait, j'arrive plus à savoir si j'avais. Je crois que je voulais faire dans les 3h30, 3h35, mais j'avais surtout une allure cible. C'était plus, en fait, j'avais travaillé une allure et je voulais la garder le plus longtemps possible et voir comment ça se passe. Et je crois que cette allure, c'était du 4h45. Je crois que ça fait un peu moins que 3h35. Mais l'idée, c'était de garder l'allure ouais, autour de 4h45, 4h50 et de m'en rapprocher au plus près des 3h35. Je crois que c'était un peu le truc que j'avais en tête. C'est ce que je voulais faire à Paris que je n'avais pas fait. Et là, je m'étais dit, bon, bah, ok, le parcours est plus difficile, mais j'ai une vraie bonne prépa derrière moi, donc ça devrait aller, quoi. Donc, je suis partie sur ces bases-là Et comment jusqu'à se ce que passe le ça début, tienne. tes 10 premiers kilomètres, et il y a l'ascension du pont du Verrazzano au tout départ. Est-ce que tu peux nous raconter le tout début de la course? Bah, le tout début, tu pars, donc c'est assez fou. Ça bouchonne pas, mais il y a quand même pas mal de monde et ça monte. Donc, tu pars pas, contrairement à d'autres courses,
tu pars pas très vite, en fait, parce que le parcours fait que tu mettrais beaucoup trop dans le rouge en partant trop vite. La côte te stoppe bien quand même. Et elle dure, je pense, 1 kilomètre à peu près. Donc, moi, je sais que j'étais pas du tout dans l'allure sur le premier kilomètre, mais c'était pas grave. Et en vrai, j'avais pas cette pression du chrono, tu vois. J'y allais vraiment pour le plaisir. J'avais fait une prépa et quand tu fais une prépa, tu travailles une allure, un rythme, donc c'est censé te faciliter la tâche. Mais je me dis, bon, bah, je suis pas du tout dans l'allure, mais de toute façon, ça monte et puis ça redescendra après et c'est pas très grave. Et tu passes sur le pont, tu vois les gens, il y a des gens, ils s'arrêtent, ils font des selfies. Enfin, c'est un peu, enfin, il y a de tout de toute façon sur le marathon de New York. Et tu te dis, bah, ça y est, c'est parti. Et t'as pas de supporters sur le pont parce que c'est pas autorisé, mais dès que tu redescends, tu arrives dans Brooklyn et là, c'est la folie. Là, il y a du monde partout, et les gens sont là pour t'encourager, il y a plein de panneaux rigolos, enfin, c'est vraiment fou. Et surtout, je me sentais bien, il faisait bon, il y avait du soleil et c'était plat. Et ouais, les 10 premiers, je les ai pas vus passer en fait. Tu te dis, ça y est, ça fait 10 kilomètres. Ah ouais, déjà, quoi. Et ça se passe bien, mais trop bien, faut que ça se passe bien comme ça tout le temps. Tu continues sur ta lancée, les 10 premiers kilomètres engloutis et il y a une allure que tu arrives à tenir. Tu commences à avoir, à partir du kilomètre 11, une alerte alerte au niveau du psoas. C'est pas venu tout de suite, c'était plus vers le 15e kilomètre, je crois. Mais oui, entre le 10 et le 20, à un moment, je me dis, tiens, c'est vrai, ça me tire sur le psoas, c'est pas un truc que j'ai l'habitude d'avoir. Mais bon, n'y pensons pas. De toute façon, tout se passe bien, on profite et tout. Je passe le semi, je crois que je sais plus trop, mais j'étais dans mes temps et j'étais contente et ça se passait bien. J'avais pris mes gels. Je peux te dire que tu es passé en Vas-y. 1h42 au semi. Je suis ta Voilà, donc bible statistique. merci Guillaume. Donc c'était dans les temps et c'était un bon temps sur le semi. Et vraiment, je me dis, mais ah, c'est cool, tu vois, ça se passe bien, je me sens bien, j'ai plein d'énergie, je prenais toute l'énergie qu'il y avait autour. Ça m'est souvent arrivé d'avoir, tu vois, en courant, d'avoir un peu les larmes qui montent, enfin en tout cas la gorge qui se serre en voyant tous ces gens-là qui sont là pour t'encourager, une ambiance folle et te dire, je suis en train de courir le marathon de New York. Et plusieurs fois, je me suis dit, trop d'émotions, quoi. C'est trop bien, enfin, faut que ça continue et on continue comme ça. Après, vers la fin enfin, un peu après le semi, on quitte Brooklyn et là, il y a pas mal de ponts qui s'enchaînent et donc des côtes et forcément, ça te freine un peu. Enfin, moi, ça m'a un peu freiné et c'est un peu difficile. Et j'ai eu donc la douleur au psoas qui a un peu descendu dans le quadri, un peu le genou, ça commençait à tirer, mais pareil, je me disais, il n'y a pas de raison que ça arrive maintenant. J'ai déjà couru pour la prépa 25 kilomètres et j'ai pas eu de douleur, donc pourquoi? C'est dans la tête, ça va passer, ça va passer. Et après, j'ai eu un gros coup de mou vers le 25e parce que tu es sur un pont, enfin, dans un pont, un tunnel et il n'y a personne. Et là, je sentais l'allure, enfin, j'avais du mal à tenir l'allure et surtout, je commençais à avoir vraiment mal aux genoux, aux deux genoux. Et je me dis, mais merde, putain, on est qu'au 25e et comment je vais finir, quoi. Il reste beaucoup. Et, et un peu le stress, la panique, la douleur qui était, enfin, franchement, c'était vraiment difficile. Et je me dis, je m'accroche. Et je savais que mes sœurs et mon grand-père m'attendaient donc à l'entrée sur Manhattan. Et je les ai vus, je crois que c'était au 27, 28e. Et ça te redonne un peu tu prends toute l'énergie, en fait, tu prends toute l'énergie enfin, de les voir, je relance, et donc j'ai relancé sur 2, et je m'étais dit, passe le 30e kilomètre, et après tu verras, tu vois, enfin, mon objectif, c'était plus 42, c'était 30 kilomètres, on passe et on voit, et Est-ce en que tu as passant le les 30, vieux démons de Paris qui remontent à la surface à ce moment-là? Est-ce que psychologiquement, là, tout commence à se mélanger et tu as une part de doute? Ou est-ce que tu sais que de toute le, façon, tu vas t'en sortir, que tu vas aller au bout? Tu as quand même pris de l'expérience alors, de ce premier marathon et finalement, tu es plus imperméable à cette pression-là? Alors la pression, pas du tout. Pour le coup, de savoir ce que les gens, enfin, je pense que j'avais vraiment fait un travail là-dessus et pas du tout. Je me dis pas du tout qu'est-ce que les gens vont penser. Je me dis, en fait, mon corps est en train de me lâcher, tu vois. Enfin, autant Paris, c'était vraiment le mental où j'étais pas prête mentalement, mais là, j'étais prête mentalement, mais juste les genoux et enfin, franchement, j'avais vachement mal. Et donc, oui, le stress, le fait de dire, mais en fait, est-ce que je vais avoir envie de terminer? Est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout? Et combien de temps ça va me prendre? Mais pas pour une question de chrono, tu vois, juste de dire, mais en fait, si je dois marcher jusqu'à l'arrivée, il reste 12 kilomètres. Enfin, tu vois, c'est super long, mais dans tous les cas, à aucun moment, j'ai pensé quitter la course parce que je suis pas venue à New York pour quitter la course. Dans tous les cas, j'irai jusqu'au bout. Et c'est aussi la force de New York, c'est que comme il y a vraiment de tout type de coureurs,
Il n'y a pas ce côté de je vais finir dans les derniers. Enfin, c'est une course que des gens font en marchant, si tu veux. Donc, il y a ce côté ultra bienveillant, puis ce côté encourageant. Mais c'était juste, moi, je me dis, mais je vais y passer des heures. Puis j'ai super mal. Et qu'est-ce que je fais? Et bah, bon, le chrono, j'y pensais plus du tout. Et je me disais, enfin, là, l'objectif, c'est d'arriver un peu coûte que coûte, quoi. Et du coup, en passant le 30e, bah, je me suis autorisée à marcher. Je me suis arrêtée et je me suis sentie super seule malgré tous les gens qui étaient là pour encourager tout le monde. Et j'ai appelé des potes. J'ai appelé, en fait, je savais que un de mes potes, mon mec, avait organisé un dîner pour suivre un peu le marathon tous ensemble, etc. Et j'ai appelé en disant j'ai mal, j'y arrive plus, je sais pas. En fait, c'est pas je sais pas quoi faire parce que je savais que j'allais aller jusqu'au bout. Mais plus j'avais besoin de parler, tu vois? J'avais besoin d'avoir un peu du soutien moral, quoi. Et donc du coup, j'ai parlé, on m'a dit: «Bah, accroche-toi, continue, fais ce que tu peux et tu as fait un super début de course» et en fait, on peut jamais prévoir ce qui se passe sur un marathon donc bah, ça s'arrête. Si tu dois marcher, tu marches mais vas-y, quoi. Continue, avance, 1 kilomètre après l'autre et en fait, là, tu rentres dans un schéma de 1 kilomètre après l'autre. Donc faut bah, il restait 12 kilomètres et je me suis dit: «Bah, OK, 12, on y va». J'ai essayé de courir, mais en fait, au bout de 300 mètres, en fait, la douleur me stoppait. Donc, en fait, j'alternais marche, course, en me disant, mais je suis en train de me flinguer les genoux parce que je tire vraiment dessus, mais on y va, on va jusqu'au bout. Tu arrives à quand même profiter du décorum et de l'environnement et tout ça. Est-ce que tu as toujours ce sentiment de vivre un moment très privilégié malgré tout? Oui, je pense, parce que en dehors de la douleur, bah, les gens sont, enfin, sont ouf. Tu lèves la tête, t'es dans New York, t'es dans Manhattan. Donc cette deuxième partie de parcours est franchement horrible parce que tu remontes toute la première avenue et c'est que du faux plat. Enfin, c'est que du faux plat montant. Donc il y a quand même cette difficulté-là. Mais de toute façon, tu peux pas t'arrêter parce que dès que tu t'arrêtes, t'as des gens qui disent allez, on s'accroche, on y va, on lâche pas. Donc tout le monde s'encourage. Donc assez fou. Et oui, ça reste le marathon de New York, tu vois. Je te dis pas, tu es dans cet état-là, dans un marathon paumé où il y a personne. Franchement, Parce que là, le impossible, public est présent de impossible de façon continuer. homogène sur tout le parcours, globalement. Il y a pas Ouais, de moment où il y a moins de monde, parce que je sais qu'à Paris, il y a des non, passages où tu es vraiment beaucoup plus non, seul non, quand il y tu es a du du côté de monde Boulogne et autres. partout. Enfin, D'accord. c'est fou, il y a du monde partout, partout. Tu as, je sais pas, 5 rangées de supporters des deux côtés, quoi. C'est une ligne d'arrivée parisienne, mais fois 3 sur 42 kilomètres. Enfin, c'est un truc assez incroyable. Les seuls moments où tu personne, c'est sur les ponts. Mais dès que tu ressors, en fait, dès que tu approches dès que tu de la sortie des ponts, t'entends en fait. Enfin, le pont qui mène à Manhattan, t'es même pas sorti du pont que t'entends le bruit, la cohue, t'entends les gens qui sont là en fait, qui sont juste à je sais pas, à 300 mètres et qui t'attendent et qui acclament tout le monde. Enfin, c'est assez fou quand même. Quand tu le vis, tes oreilles, t'en prends, ça ne s'arrête jamais. Ça va être génial à vivre. Ouais. Et donc là, le kilomètre 30, ce que tu nous racontais, tu commences à alterner course et des moments de marche. Tu croises une amie à toi là, au kilomètre 33, ce qui va avoir un effet plutôt positif et te relancer Ouais, sur une bah, bonne dynamique. c'est Caroline, on courait pas mal ensemble à un moment et du coup je l'avais doublée au début et là je la vois qui me redouble et je me dis, en plus je connais son allure, son niveau, je me dis mais en fait, faut que je termine avec elle, tu vois, faut que je m'accroche, c'est le moment, hein, c'est le moment de relancer. Il devait rester 10 kilomètres, enfin bah, du coup 9 kilomètres, je me dis en vrai 9 kilomètres c'est rien, tu vois, enfin on le fait tout le temps 9 kilomètres, accroche-toi et j'étais trop contente de l'avoir et du coup je me dis allez viens on termine ensemble, etc. Elle essaye de me motiver et j'ai essayé, j'ai eu un moment où je me suis dit c'est le truc qui va me sauver enfin sauver, c'est le truc qui va me permettre de repartir et on va terminer ensemble et ça va être trop bien et en fait j'ai pas pu au bout de je sais pas 500 mètres pareil, genre c'est cette douleur qui te prend au genou et fait qui remonte jusqu'à la fête, c'est en fait limite j'ai l'impression que mes jambes allaient se dérober, tu vois, c'était trop intense et donc bah, je lui ai dit, enfin, je lui ai pas dit, de toute façon, elle aurait continué, mais je lui ai dit, continue, je peux pas, en fait, je vais terminer toute seule, quoi. D'accord, Donc, donc là, voilà, le mental je me reprend le retrouve dessus. toute seule. Bon, ça t'aura permis d'avancer en compagnie quelques kilomètres et de te donner un Ouais. petit regain de motivation. Oui, voilà, ça fait toujours du bien de croiser des têtes connues. Et donc là, tu t'accroches au mental jusqu'au kilomètre 40. J'imagine l'ambiance devient de plus en plus incroyable, Ouais, bah, plus tu approches de l'arrivée. tu montes jusqu'au Bronx et ensuite tu refais demi-tour et donc là, tu redescends et plus tu arrives vers l'arrivée et surtout dans Central Park. Enfin, en fait, c'est ouf parce que enfin, déjà que l'ambiance était ouf ailleurs, mais dans Central Park, les gens, c'est des malades. Enfin, à tel point que, bah, il restait 2 kilomètres et en fait, tu pouvais pas t'arrêter.
Enfin, je pouvais plus m'arrêter pour marcher parce que les gens te hurlent littéralement dessus en t'encourageant et t'es obligé de repartir si tu veux. Donc je me suis dit, ok, je repars. Et par contre, mon Central Park, c'est super difficile parce que ça monte, ça descend, ça remonte. Et voilà. Et là, je me dis, ok, on s'accroche 2 kilomètres, ok. Je sais même pas comment je courais. Je crois que tu vois, j'avais une jambe que je gardais tendue tellement j'avais trop mal au genou. Enfin, j'étais vraiment dans la douleur. Et on arrive dans le Central Park. Et là, je crois que c'était au 41 et demi ou 42. Il y a mes sœurs et mon grand-père qui étaient là. Et il y a ma petite sœur. Ils avaient bien compris que ça n'allait pas puisque, en fait, c'était pour te dire que c'était vraiment une histoire de famille. C'est que eux n'avaient pas le forfait internet pour nous suivre en direct sur l'appli. Mais du coup, mon père à Paris nous suivait sur l'appli et leur envoyait des SMS pour leur dire Mathilde vient de passer tel kilomètre, elle a ralenti donc elle a du retard. Enfin, c'était vraiment leur gars Le PC du course truc. déporté à Paris. Ouais. Ok. C'était ça. Et du coup, elle savait que ça allait pas parce que j'aurais dû passer il y a bien plus longtemps. Et là, ma petite sœur a commencé à courir à côté de moi en hurlant dessus, mais je crois que je l'ai jamais vue aussi déchaînée. Et c'était ultra émouvant. Tu prends toute l'énergie, tu te dis, vas-y, il reste 1 kilomètre. Elle me disait, tu lâches pas, tu lâches pas. Mais limite, elle m'a fait peur, en fait. Tellement elle a Mais voulu calme-toi. me secouer et tout. Et donc, plus tu arrives vers la ligne d'arrivée, là, tu te dis, il reste 1 kilomètre, il reste 800 mètres, 400 mètres. Et c'est fou. Et tu dis, je cours jusqu'au bout, quoi. Et tu la passes et c'est magique parce que il Qu'est-ce que y tu a as trop de ressenti à ce moment-là, une monde. fois la ligne franchie? Là, je me suis dit, je l'ai fait en entier et je l'ai fait toute seule et j'ai pas lâché, tu vois, parce que mon corps a lâché, mais j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai terminé en 3h52, ce qui est un très bon temps sur un marathon, avec 2 genoux en moins. Enfin, j'étais sur le moment j'étais pas déçue, j'étais assez neutre en me disant, il me faut du temps pour analyser ce qui vient de se passer, mais je crois que je suis contente. Tu vois, je suis contente, j'ai terminé, je suis allée au bout, j'ai ma médaille, c'est New York. Puis, ouais, et j'étais fière de ne pas avoir lâché mentalement sur cette course, alors que j'aurais pu abandonner. Tu vois, après, je ne sais pas s'il y a des gens qui abandonnent New York, mais, Et ta maman, comment ça s'est passé pour elle? bah, super bien. Elle s'était coincée un nerf genre 2 semaines avant, donc elle n'était pas 100% remise et c'est pour ça qu'elle est partie assez doucement. Elle avait, je sais plus combien de temps elle avait prévu. Elle avait prévu dans les 5h30, je crois, quelque chose comme ça. Et bah elle, pareil. Moi, quand j'ai terminé, après, j'avoue, j'ai pas attendu. Je suis rentrée assez vite à l'hôtel parce que j'avais froid et j'étais fatiguée. Mais mes sœurs l'ont vu, elle était à son rythme, ça s'est super bien passé. Elle dit qu'à la fin, ça semblait, elle avait sa petite douleur à la jambe qui était revenue, mais pas de baisse. Elle a eu froid parce que pour le coup, elle était partie en débardeur bah, c'est vrai que on n'y pense pas, mais moi, typiquement, je pars en débardeur, tu vois, je sais que je vais courir à 3h30, 4h, donc je vais pas avoir le temps d'avoir froid quand tu mets un peu plus de temps. Enfin, c'est des trucs à prendre en compte aussi. Donc, le seul truc qu'elle dit, c'est qu'elle a eu un peu froid sur la fin et un peu mal à la jambe, mais aucune baisse d'énergie. Elle a profité de fou. Enfin, elle accomplissait un peu un de ses rêves et tout, et de se dire, bah, elle l'a fait. C'était chouette. Mes sœurs étaient aussi là. Enfin, pareil, super fière d'elle, super fière de nous. Enfin, c'est vraiment un truc qu'on a vraiment partagé ensemble, quoi. Et avec du recul, est-ce que c'est un marathon qui a tenu toutes ses promesses et qui s'est avéré à la hauteur de ce que toi t'imaginais? Oui, je pense. Je pense parce que j'y allais pas pour un chrono. J'y allais un peu pour renouer aussi avec la distance, tu vois, j'ai gardé tellement de mauvais souvenirs de Paris et de moi-même sur cette distance aussi, que c'était un peu le truc où il fallait que je me dise, en fait, un marathon, c'est beau et c'est exceptionnel de courir un marathon, peu importe en combien de temps tu le termines, parce que chacun a son niveau et ses objectifs aussi. Et ouais, j'y allais un peu pour ça. Et oui, parce qu'on a tout partagé, parce que c'était un vrai moment de famille, parce que moi, mine de rien, bah, j'ai eu super mal, mais en fait, je suis allée au bout de moi-même et c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Enfin, tu t'inscris à un marathon, tu sais très bien que tu vas tout donner, quoi. Et la course est incroyable et je pense que je le referai, mais pas tout de suite parce que je trouve qu'il faut se laisser. Enfin, c'est tellement mythique que faut se laisser du temps entre deux, de se dire, bah, je sais pas, dans 10 ans, je referai peut-être le marathon de New York un peu pour le revivre comme la première fois.
tu vois. Je trouve Mhm. que c'est des trucs que tu le vis une fois et c'est aussi la magie de la course, c'est que c'est la première fois que tu cours le marathon de New York et je pense qu'il faut attendre un peu pour y retourner, pour retrouver ce sentiment de… En fait, il y a toute la magie du Ouais, début, cette première fois, de quoi, la qui. première fois, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment, que ce soit dès la phase de prépa ou au moment de la course en elle-même ou dans la gestion de l'après? Est-ce qu'il y a une chose que tu ferais différemment la fois d'après? Je pense que je ferais changer mes semelles orthopédiques avant le début de la prépa et je pense que c'est un peu ce qui a… Alors peut-être pas, hein, mais et je cherche pas des excuses, mais pour avoir fait le point après, en gros, mes semelles, moi j'ai des semelles depuis, je sais pas, 4-5 ans et normalement ça se change tous les ans et en l'occurrence, comme les miennes me convenaient vachement, j'ai pas du tout pensé à les changer au bout d'1 an, alors que j'aurais dû les changer peut-être 6 mois avant le marathon de New York et peut-être c'est ce qui a joué, c'est qu'elles étaient plus, enfin, elles faisaient plus leur boulot de compensation parce que je suis pronatrice. Enfin bref, j'ai les genoux Mhm. qui rentrent quand je cours. Et du coup, il y a peut-être ça. Donc, je pense que j'ai un peu retenu la leçon. Et si tu veux, maintenant, je les fais bien changer quand il faut. Mais je pense que non, je ne changerai rien parce que c'était la première prépa pour laquelle je m'étais autant donnée. J'étais fière de ce que j'avais fait. La gestion de course, je ne suis pas partie trop vite. J'ai bien géré mon truc. Voilà, après, tu vois, je suis arrivée, j'étais vraiment vidée d'énergie parce que j'étais tellement… Enfin, à partir du moment où j'ai arrêté de tenir l'allure et j'étais plus dans un truc où je termine jusqu'au bout, bah, en fait, j'ai pas pris de gel après le semi-marathon. Donc, j'ai vraiment terminé sur les réserves d'énergie et je suis arrivée vraiment vidée de chez vidée. Là, je sais, enfin, tu vois, c'est un truc à pas faire. En fait, tu peux pas terminer. Enfin, je suis vraiment arrivée, enfin, je me suis assise, je pouvais pas me relever, tu vois, j'étais séchée. Donc, à refaire, oui, peut-être que je me forcerais, même si je sais que c'est super dur et souvent, tu n'en as plus envie quand tu es en marathon, tes gels, ça te dégoûte. Mais ouais, je me forcerais à prendre celui du 30e pour redonner un petit coup de… Même si c'est pas pour courir, tu vois, même si c'est pour marcher, mais juste de pas prendre le risque. C'est dangereux d'arrêter de s'alimenter sur cette distance parce que bah, le corps, il est vraiment pas fait pour ça. Donc, ça serait un peu con de terminer encore plus mal que si tu avais juste fait l'effort de prendre ton gel au 30e kilomètre. Ou ton gel ou autre chose, mais de manger un peu. Mais sinon, non, je changerais rien parce que ça reste c'est un super souvenir, c'est une belle victoire. Moi, je l'ai vu comme une victoire et avec du recul, encore plus. C'est Est-ce qu'il vraiment… y a un moment que tu gardes, si tu as une image associée à ce marathon, un moment particulièrement magique, ce serait quoi? Dans Brooklyn, je trouve que c'est vraiment la partie la plus folle, en fait. Puis c'est celle où tu te sens le mieux, donc c'est celle aussi où tu en profites le plus. Donc je pense dans Brooklyn, pour le côté c'est génial, ça se passe trop bien, les gens sont trop bien, enfin tout est trop bien, quoi, c'est parfait. Le moment au 40e où j'ai vu mes sœurs et mon grand-père, c'était assez fou, et bah, la ligne d'arrivée aussi. Parce que là, pour le coup, je l'ai senti, c'est ce soulagement et de passer la ligne, et puis ça y est, je l'ai fait, quoi. Enfin, je me suis sentie marathonienne alors que je l'avais été bah, un De an façon avant, plus amère à Paris, oui. à Paris, et même marathon du Médoc, bah, ça reste le marathon du Médoc, mais c'est 42 kilomètres aussi. Mais là, c'était vraiment, ça y est, j'ai fait mon premier marathon comme je le voulais. Bah, c'était pas rêvé parce que j'ai eu mal au genou, mais en fait, aussi, c'était comme ça que je voyais un marathon avec des difficultés et tout, d'être capable de les surmonter et de passer la ligne d'arrivée en étant fière de moi, tu vois. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup Mathilde pour ce récit captivant et puis de nous avoir permis d'en savoir plus sur les coulisses de ce marathon. Si on se projette un peu sur la suite, le calendrier il est évidemment complètement perturbé cette année. Est-ce que tu as déjà des échéances qui sont prévues sur la fin d'année ou peut-être déjà des objectifs calés pour 2021? Alors 2021, non, c'est pas, je me suis pas du tout encore penchée. En fait, ça va beaucoup dépendre des dossards, enfin des courses qui sont maintenues. Là, à la rentrée, j'ai des dossards pour plein de trucs, mais j'ai un peu arrêté d'y croire. Le semi de Paris, qui est le 5 septembre, je sais pas du tout J'y crois peu, moi s'il aussi. aura lieu. J'y crois pas beaucoup. On aimerait, on aimerait, mais avec des potes, mais j'aimerais bien faire le semi de Copenhague, pareil, qui est le 15 septembre, qui pour l'instant est maintenu, mais pareil, on sait pas. Et surtout, et ça, on attend la réponse, je suis inscrite au marathon de Chicago, qui est le Génial. 12 octobre, qui était un peu le rêve. Et on parlait des différentes façons de pouvoir s'inscrire. En fait, avec mon temps au marathon de Berlin l'année dernière, en fait, j'ai les temps qualifs pour m'inscrire quasi
à tous les majors, donc c'était un peu le truc de je peux m'inscrire sans passer par le tirage au sort et tout, donc je prends mon dossard pour le marathon de Chicago. Donc c'était un peu l'objectif de l'année et là on attend, comme ils viennent d'annuler, La situation est très incertaine aux ils viennent États-Unis. d'annuler New York et Londres, pas Londres, New York et Berlin. Londres, c'est maintenu pour l'instant. Mais on attend de voir la situation, mais si on peut y aller, ça sera ça. Et du coup, on est en train de regarder pour peut-être prendre des dossards pour d'autres courses. On regardait potentiellement le marathon de La Rochelle, qui est, je sais plus, mais qui est vers novembre, je crois. Ouais. En se disant peut-être qu'en France, c'est un peu plus tard, peut-être que ça sera maintenu. Enfin, on est un peu en train d'essayer de trouver des backups pour quand même pouvoir courir et faire un marathon à l'automne, mais là, c'est difficile de se projeter. Et donc, le calendrier de 2021 dépendra complètement de ce qu'on a fait, de ce que j'ai fait sur la fin de l'année. Ok, très bien. Et est-ce qu'à plus long terme, il y a une course ou un défi sportif qui te fait particulièrement envie et sur lequel tu te projettes, que tu as envie de construire, pas forcément l'année prochaine, mais dans quelques années, un défi sportif que tu as envie de relever, qui soit majeur et qui soit un accomplissement de vie important pour toi? C'est pas tellement un défi. Enfin, c'est aujourd'hui ce que j'avais envie de faire, et c'est pour ça aussi Chicago, c'est de faire les 6 majors. Les 6 marathons majors, parce que c'est un peu le truc des marathoniens, de te dire t'as fait les 6 marathons majors. Bon, c'est très marketing, parce que pourquoi ces marathons-là plus que d'autres. Mais quand même, j'ai fait New York, Berlin. J'aimerais faire Chicago, Boston qui est mythique, Tokyo, Londres. Et je trouve que c'est un peu l'idée dans les prochaines années, c'est d'arriver à faire les 6. Donc ça, c'est un peu le truc. Et après, en gros défi sportif, pas tellement parce que tu vois, le trail ou la très longue distance, ce qui vient normalement après les marathons, moi aujourd'hui, ça me donne pas forcément envie. Donc, en tout cas, pas maintenant, donc peut-être plus tard. Mais là, ouais, c'est plus le côté faire les majors et continuer à faire tomber des chronos, tu vois, baisser mes temps sur les courses. Le marathon, tu as la barrière des 3 heures qui fait un peu rêver. Je sais pas si ça sera possible un jour, mais en tout cas, aller en faire un chaque année et essayer d'en approcher le plus possible. Parfait. Écoute, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Autrement dit, une devise qui t'est particulièrement chère et qui te motive et qui te guide dans la vie. Quel motto tu voudrais partager avec nos auditeurs? Moi, j'ai une phrase et c'est un nom de chanson qui me parle beaucoup et surtout, pour plein de choses dans la vie, mais surtout en course, c'est la chanson, c'est Whatever It Takes de Imagine Dragon. Voilà, ça fait 4 ans, je crois, que je l'écoute régulièrement en boucle. Et c'est vraiment, je trouve que, tu vois, sur une course comme New York, en fait, je vais au bout. Mais c'est pour tout, je fais ma prépa, je tiens ma prépa, peu importe ce que ça me coûte. La course, c'est pareil et on s'accroche et on lâche pas. Et On se donne les moyens, c'est un peu le truc, on se donne les moyens d'aller au bout. Et voilà, et je trouve que sur la course, ça prend tout son sens. Et c'est un peu mon truc. C'était d'ailleurs, pour la petite histoire, une phrase que j'avais potentiellement pensé à me faire tatouer. Et je m'étais dit, si je fais moins de 3h15 au marathon de Berlin, je me fais mon tatouage. Ça fait 3 ans, ça fait un truc que je veux faire depuis longtemps et je cherchais un peu la bonne excuse pour passer le cap. Et en l'occurrence, j'ai fait 3h15, 51 à Berlin en octobre dernier. Donc, c'est raté pour cette fois. Donc, on verra pour la prochaine course. Voilà. Ok Mathilde, écoute, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous ta course épique à New York. C'était assez fou d'entendre cette expérience de dingue. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Je te souhaite beaucoup de succès et beaucoup de plaisir pour tes futurs échéances sportives. Passe un très bel été, puisque là, on le touche du doigt. Et j'espère avoir l'occasion de te recroiser très bientôt. En tout cas, merci beaucoup pour nos échanges. C'était très agréable. Merci beaucoup à toi, Guillaume, pour l'invitation. Il m'avait donné l'opportunité de raconter cette course qui était incroyable. Merci à toi, beaucoup, Mathilde. et à très bientôt. À bientôt, merci. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Vous avez des envies ou des idées d'invités qui pourraient venir partager avec nous leur course épique? Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse guillaume@courseepique.fr. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique.